Le soleil du samedi matin illuminait le garage de Pierre Dubois quand il reçut l'appel téléphonique qui changerait à jamais la vie d'une famille à Lyon, dans le Rhône. C'était en mars 2001, et le mécanicien de 52 ans réparait des voitures dans la même rue depuis plus de 20 ans, connaissant pratiquement tous les habitants de la ville. « Pierre, c'est Antoine de la Casse », dit la voix à l'autre bout du fil. « J'ai une Peugeot de 78 qui me pose problème. Le moteur est complètement grippé, mais le châssis a l'air bon. Tu veux jeter un coup d'œil? Je peux te faire un bon prix. » Pierre Dubois essuya ses mains sur un chiffon taché d'huile et soupira. Les affaires étaient les affaires, surtout en ces temps difficiles. L'économie française traversait encore des périodes compliquées et tout travail supplémentaire était le bienvenu. « Laisse-moi vérifier mon planning, Antoine. De quelle couleur est cette Peugeot? » Bleu foncé, un peu décoloré. Elle a un autocollant de pêche collé sur le pare-choc arrière. Pierre Dubois s'arrêta. Quelque chose dans cette description réveilla sa mémoire, mais il n'arrivait pas à identifier quoi. « D'accord, je passe après le déjeuner. » À 2 heures de l'après-midi, sous le soleil brûlant de mars, Pierre Dubois gara sa vieille Citroën devant la casse Antoine. L'endroit était un véritable cimetière d'automobiles avec des centaines de voitures empilées dans différents stades de décomposition. L'odeur d'huile brûlée et de rouille imprégnait l'air. Antoine l'accueillit à l'entrée, essuyant ses mains graisseuses sur un t-shirt déjà très sale. « Salut Pierre, la voiture est tout au fond. Viens, je vais te la montrer. » Ils marchèrent entre les rangées de véhicules abandonnés, des Renault 5 sans roues, des Citroën 2CV cabossés, des camions sans benne. C'était toujours déprimant pour Pierre Dubois de voir ces voitures qui avaient autrefois été la fierté de quelqu'un, maintenant réduites à des pièces détachées. « La voilà » dit Antoine, s'arrêtant devant une Peugeot bleu foncé qui avait connu des jours meilleurs. Pierre Dubois s'approcha et sentit immédiatement un frisson parcourir son dos. L'autocollant de pêche sur le pare-choc arrière disait « Pêcheur de l'année, Club de pêche Lyon, 1984 ». Mais ce n'était pas cela qui le troublait. C'était quelque chose de plus profond, un souvenir qui insistait pour refaire surface. « Comment as-tu eu cette voiture, Antoine ?»« Ah, elle est arrivée dans un lot que j'ai acheté à un ferrailleur de Saint-Étienne. Le type a dit qu'elle était garée là depuis des années. Personne n'est jamais venu la chercher. » Pierre Dubois ouvrit le capot et examina le moteur. Il était vraiment grippé, probablement par manque d'huile. Mais quand il alla vérifier les papiers dans la boîte à gants, il trouva quelque chose qui fit s'accélérer son cœur. La carte grise était au nom de Robert Martin. « Mon Dieu !» murmura Pierre Dubois, sentant ses jambes faiblir. « Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Tu connais le propriétaire ?»« Antoine, cette voiture appartient à Robert Martin. Il a disparu il y a 16 ans avec sa petite fille. Ils sont partis pêcher un samedi matin et ne sont jamais revenus. » Le souvenir arriva comme une vague. Robert Martin, 34 ans, employé de la mairie de Lyon, marié à Carmen, père de la petite Marie, âgée de seulement 7 ans. Un homme tranquille, travailleur, qui aimait pêcher le week-end. Toute la ville connaissait Robert, et quand lui et sa fille disparurent en juin 1985, le choc fut énorme. « Dis donc, c'est quoi cette histoire ?» demanda Antoine, remarquant la pâleur du mécanicien. Pierre Dubois s'appuya contre le pare-choc de la voiture, essayant d'organiser ses pensées. Robert Martin était ami avec mon frère. Ils travaillaient ensemble à la mairie. Le 15 juin 1985, un samedi, Robert est parti tôt le matin avec Marie pour aller pêcher au Rhône. Sa femme Carmen était restée à la maison parce qu'elle se sentait mal, grippe ou quelque chose comme ça. Antoine se rapprocha, intéressé par l'histoire. Il devait revenir en fin d'après-midi, comme il le faisait toujours. Mais le soir arriva et rien. Carmen commença à s'inquiéter. Elle appela ses amis, sa famille, personne ne savait rien. Pierre Dubois ouvrit la portière du conducteur et regarda à l'intérieur du véhicule. Les sièges étaient poussiéreux mais conservés. Sur la banquette arrière, il y avait encore une petite poupée en plastique, de celles que les petites filles emportaient partout dans les années 80. Le dimanche matin, Carmen est allée au commissariat. L'inspecteur à l'époque était Mario Delacroix. Il est déjà mort, le pauvre. Il a organisé des recherches qui ont duré presque 1 mois. Pompiers, police nationale, bénévoles. Ils ont ratissé toute la rivière, les berges, les routes. Rien. Comme s'ils avaient disparu de la surface de la terre. Et qu'est-ce que la police pensait qu'il s'était passé?
Eh bien, à l'époque, ils ont dit plusieurs choses. Certains pensaient qu'il s'était enfui avec la petite, qu'il avait abandonné sa famille. D'autres parlaient d'un possible accident, que la voiture était tombée dans la rivière à un endroit que personne n'avait trouvé. Il y en a même qui parlèrent d'enlèvement, mais ça n'avait pas de sens. Robert était employé municipal, il gagnait peu, il n'avait pas d'argent pour une rançon. Pierre Dubois fit le tour de la voiture, observant chaque détail. La peinture était décolorée par le temps. Quelques taches de rouille apparaissaient ici et là, mais la structure générale était étonnamment bien conservée. Et la famille? La femme de Robert? Carmen. La pauvre. Elle ne s'en est jamais vraiment remise. Elle a passé environ 2 ans à attendre qu'il revienne. Elle n'a rien changé dans la maison, a laissé la chambre de Marie telle qu'elle. Mon frère disait qu'elle vivait pratiquement au commissariat, réclamant des nouvelles de l'enquête. Pierre Dubois ouvrit le coffre. Il était vide sauf une vieille boîte à outils et quelques équipements de pêche rouillés. Après quelques années, elle est partie d'ici. Elle ne supportait plus la ville, les souvenirs. Elle est allée vivre avec une sœur à Marseille. J'ai perdu le contact avec elle. Dis donc, c'est très bizarre, dit Antoine en se grattant la tête. Si la voiture était chez un ferrailleur à Saint-Étienne, comment elle s'est retrouvée là-bas? C'était exactement la question que se posait Pierre Dubois. Saint-Étienne était à environ 60 km de Lyon. Robert et Marie étaient allés pêcher au Rhône, qui traversait la ville même. Ça n'avait aucun sens que la voiture soit si loin. Antoine, tu as le numéro de téléphone du type qui t'a vendu cette voiture? Je l'ai. C'est Jean, de Pièces Auto Jean. Mais pourquoi? Tu penses à quoi? Pierre Dubois prit le numéro de téléphone écrit sur un bout de papier froissé et le mit dans sa poche. Je pense que je devrais appeler la police. Cette voiture pourrait être un indice important. La famille de Robert mérite de savoir ce qui s'est passé. Mais avant d'impliquer les autorités, Pierre Dubois décida d'enquêter un peu par lui-même. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire, et sa curiosité de mécanicien, habitué à démonter les choses pour comprendre comment elles fonctionnaient, ne le laissait pas en paix. Lundi matin, de bonne heure, il appela Pièces Auto Jean à Saint-Étienne. « Allô, c'est Pierre Dubois, mécanicien de Lyon. Tu as vendu une Peugeot bleue de 78 à Antoine de Lacasse, non ?»« Je l'ai fait, » répondit une voix rauque de l'autre côté. « Pourquoi? Il y a un problème ?»« Non, non. Je m'intéresse à l'histoire de la voiture. Tu te souviens comment tu l'as eue ?» Il y eut une pause de l'autre côté. « Écoute, ça fait des années. Un type l'a amenée ici. Il voulait la vendre à n'importe quel prix. Il a dit qu'il avait besoin d'argent de toute urgence. Tu te souviens de son nom? Ou tu as une facture de l'achat? Mon vieux, ça fait si longtemps. Et à l'époque, on n'était pas très rigoureux avec la paperasse. Tu sais comment c'est. Mais attends, laisse-moi voir si je trouve quelque chose. » Pierre Dubois attendit, tapotant des doigts sur le comptoir du garage. Il pouvait entendre le bruit de papier qu'on remuait et de tiroirs qu'on ouvrait. « Trouvé. J'ai une note ici. Le nom, c'est Guillaume Moreau. Et j'ai une adresse à Saint-Étienne. » Pierre Dubois nota soigneusement les informations. « Tu te souviens à quoi ressemblait ce Guillaume? » Eh bien, c'était un type plus âgé, dans la cinquantaine à l'époque. Cheveux gris, un peu nerveux. Il a dit que la voiture appartenait à la famille, qu'ils avaient décidé de s'en débarrasser. Et il a apporté les papiers en règle? Il les a apportés. Tout était en ordre, changement de propriétaire et tout. C'est pour ça que je n'ai rien suspecté. Après avoir raccroché, Pierre Dubois était encore plus intrigué. Si la documentation était en règle, cela signifiait qu'il y avait eu un transfert officiel de la voiture. Mais quand? Et pourquoi Robert ou sa famille auraient-ils vendu la voiture à quelqu'un à Saint-Étienne? Mardi, Pierre Dubois décida de faire un voyage à Saint-Étienne. Il demanda à son fils de s'occuper du garage et prit la route de bon matin. L'adresse que Jean avait donnée se trouvait dans un quartier résidentiel simple, de maisons à un étage avec jardin. Quand il arriva à l'adresse, il trouva une maison modeste, bien entretenue, avec un jardin soigné devant. Il sonna et fut reçu par une femme d'environ 60 ans. « Bonjour, madame. Je cherche monsieur Guillaume Moreau. » La femme fronça les sourcils. « Guillaume est mon mari, mais il n'est pas là. Il est parti tôt au travail. Je peux vous aider ?» C'est au sujet d'une voiture qu'il a vendue il y a quelques années, une Peugeot bleue de 1978. Serait-il possible de lui parler? Ah oui, la voiture de mon beau-frère. Guillaume l'a vendue quand mon beau-frère est mort. Mais attendez, vous êtes de la police? Pierre Dubois sentit son cœur s'accélérer. Non, madame, je suis mécanicien.
J'ai trouvé la voiture et j'essaie de comprendre son histoire. Votre beau-frère vivait ici à Saint-Étienne? Non, non, il vivait à Lyon. C'était Jacques, le frère de Guillaume. Quand il est mort en 97, il a laissé quelques affaires, parmi elles cette voiture qui était garée dans son garage depuis des années. Guillaume a pensé qu'il valait mieux la vendre, puisque nous n'allions pas l'utiliser de toute façon. Et le nom de votre beau-frère était Jacques Moreau. Mais écoutez, si vous voulez parler correctement de ça, vous feriez mieux d'attendre que Guillaume revienne. Il arrive vers 6 heures du soir. Pierre Dubois la remercia et dit qu'il reviendrait. Mais avant de partir, il voulait savoir encore une chose. « Madame, savez-vous comment Jacques a eu cette voiture? Il l'a achetée à Robert Martin ?» La femme sembla confuse. « Robert Martin, je ne sais pas qui c'est. Jacques n'a jamais mentionné ce nom. Mais écoutez, mon beau-frère était une personne compliquée. Il buvait beaucoup, fréquentait des gens bizarres. La famille avait un peu perdu le contact avec lui dans ces dernières années. » Pierre Dubois revint à 6 heures du soir et rencontra Guillaume Moreau, un homme d'environ 65 ans, mince, avec des cheveux gris et des mains calleuses de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie. « Ma femme a dit que vous vouliez savoir quelque chose sur la Peugeot de Jacques, » dit Guillaume, invitant Pierre Dubois à s'asseoir sur la terrasse. « Oui, monsieur Guillaume, j'essaie de reconstituer l'histoire de cette voiture. Savez-vous comment Jacques l'a eue ?» Guillaume alluma une cigarette et resta pensif quelques secondes. « Écoutez, mon frère était une personne difficile, alcoolique, vous savez, toujours dans les ennuis. Dans ces dernières années, on se parlait à peine. Mais savez-vous quelque chose sur la voiture? Je sais qu'il est apparu avec cette voiture vers 85-86. Il a dit qu'il l'avait achetée à un type qui avait besoin d'argent. À l'époque, j'ai trouvé ça bizarre parce que Jacques n'avait jamais d'argent pour acheter une voiture. Il était toujours fauché. » Pierre Dubois sentit un frisson le long de l'épine dorsale. 1985 était exactement l'année de la disparition de Robert et Marie. Vous vous souvenez s'il a dit le nom de la personne qui l'a vendue? Non, il ne l'a jamais dit. Et je n'ai pas beaucoup demandé, parce que, je soupçonnais que la voiture pouvait être volée. Jacques fréquentait des types plutôt louches. Et après sa mort, avez-vous trouvé des documents sur la voiture? Quelque chose qui expliquait comment il l'avait eue? Guillaume secoua la tête. Quand il est mort, ma femme et moi sommes allés nettoyer sa maison. C'était un bordel monstre. On a trouvé les papiers de la voiture dans un tiroir, tout en règle, transféré au nom de Jacques depuis 86. Mais il n'y avait rien qui expliquait comment il l'avait eue. Vous avez encore des affaires de sa maison? Des papiers, des documents? Écoutez, j'ai gardé quelques trucs dans une boîte, au cas où un jour quelqu'un de la famille les voudrait. Elle est au grenier. Je peux aller voir si vous voulez. Guillaume apporta une boîte en carton poussiéreuse. À l'intérieur, il y avait divers documents, de vieilles photos, des factures. Pierre Dubois chercha soigneusement, cherchant tout ce qui était lié à la voiture ou au nom Robert Martin. Au fond de la boîte, il trouva une enveloppe jaunâtre. À l'intérieur, il y avait une clé et un bout de papier avec une adresse écrite à la main « Ferme de Charles, route départementale 15, borne kilométrique 12. » Monsieur Guillaume, connaissez-vous cette adresse? Guillaume regarda le papier et fronça les sourcils. Route départementale 15. C'est une route de campagne par ici. Mais je n'ai jamais entendu parler de ce Charles. Pourquoi Jacques aurait-il cette adresse? Pierre Dubois mémorisa l'information. Quelque chose lui disait que cette adresse était importante. Monsieur Guillaume, ça vous dérangerait si je prenais cette clé? Elle pourrait être importante pour découvrir ce qui est arrivé au propriétaire original de la voiture. Guillaume accepta, curieux de toute cette histoire. Le lendemain, Pierre Dubois décida de chercher la route départementale 15. Il prit sa Citroën et suivit les indications qu'il avait demandées en ville. La route de campagne était en terre battue, pleine de nids de poules, bordée de pâturages et de petites fermes. À la borne kilométrique 12, il trouva une propriété abandonnée. Le portail était fermé avec un cadenas, mais on pouvait voir la maison au fond, clairement inhabitée depuis des années. La végétation avait envahi le terrain et quelques fenêtres étaient cassées. Pierre Dubois se gara et fit le tour de la propriété. Il n'y avait aucune plaque avec le nom du propriétaire. Il demanda à un voisin qui habitait à environ 500 mètres. « Ah, cette ferme », dit l'homme, un monsieur d'environ 70 ans. C'était à Charles-Mercier. Mais il est mort il y a 4-5 ans. La famille a vendu, mais le nouveau propriétaire n'est jamais venu habiter. C'est vraiment abandonné. Vous connaissiez ce Charles? Je le connaissais, oui. C'était un type tranquille, un peu bizarre. Il vivait là tout seul.
On disait qu'il faisait des affaires un peu douteuses, mais personne n'a jamais rien prouvé. Quel genre d'affaires? Le voisin regarda autour de lui, comme s'il vérifiait si quelqu'un écoutait. Écoutez, c'était juste des rumeurs, mais on disait qu'il achetait de la marchandise volée. Des voitures, principalement. Il avait un garage de fortune derrière la ferme. Pierre Dubois sentit qu'il s'approchait de quelque chose d'important. Vous vous souvenez d'avoir vu une Peugeot bleue là-bas, vers 85, 86? Mon vieux, ça fait si longtemps. Mais maintenant que vous le dites, je me souviens de quelques voitures qui étaient garées là. Charles disait toujours qu'il les réparait pour des amis. Pierre Dubois le remercia et retourna à Lyon avec la tête qui bouillonnait. Tous les morceaux commençaient à s'assembler, mais il manquait encore quelque chose de crucial. Comment Robert et Marie avaient-ils fini dans les mains de Charles? Ce soir-là, Pierre Dubois prit une décision. Il était temps d'impliquer la police. Il avait assez d'informations pour justifier une enquête officielle. Jeudi matin, il alla au commissariat de Lyon. L'inspecteur actuel était le docteur François Rodriguez, un homme jeune, diplômé depuis peu, qui avait pris le poste l'année précédente. Docteur Rodriguez, j'ai des informations importantes sur une vieille affaire, la disparition de Robert Martin et sa fille en 1985. L'inspecteur sembla surpris. Robert Martin, laissez-moi vérifier dans les archives. Il chercha dans l'ordinateur pendant quelques minutes, puis ouvrit un tiroir, d'où il sortit un dossier jauni. Le voilà. Affaire classée en 1987, faute de preuves. Qu'est-ce que vous avez? Pierre Dubois raconta toute l'histoire. La découverte de la voiture à la casse, l'enquête sur Guillaume et Jacques Moreau, l'adresse de la ferme abandonnée. L'inspecteur écouta attentivement, prenant des notes. Intéressant. Je vais rouvrir l'affaire. Je dois vérifier ces adresses, parler à ces personnes que vous avez mentionnées. Inspecteur, il y a encore une chose. La veuve de Robert, Carmen, elle a déménagé à Marseille. Je pense qu'elle mérite de savoir qu'on a trouvé la voiture. Vous avez raison. On va essayer de la trouver aussi. L'inspecteur Rodriguez se montra beaucoup plus proactif que Pierre Dubois ne s'y attendait. Vendredi, il avait déjà organisé une équipe pour aller à Saint-Étienne et examiner la ferme abandonnée. Monsieur Pierre Dubois, j'aimerais que vous veniez avec nous. Votre aide pourrait être précieuse. Samedi matin, un convoi partit de Lyon en direction de Saint-Étienne. 2 voitures de la police nationale, une voiture de la police scientifique et la Citroën de Pierre Dubois. L'inspecteur Rodriguez avait obtenu un mandat de perquisition pour la ferme abandonnée. Quand ils arrivèrent sur la route départementale 15, ils trouvèrent le voisin avec qui Pierre Dubois avait parlé. L'homme se montra coopératif et confirma tout ce qu'il avait dit auparavant. « Vous allez avoir besoin d'une pince coupante pour couper le cadenas, » dit le voisin. « Le nouveau propriétaire habite à Paris. Il a tout laissé en l'état. » L'équipe de la police scientifique coupa le cadenas et entra dans la propriété. La maison principale était vraiment abandonnée, avec des meubles recouverts de bâches et une épaisse couche de poussière sur tout. Mais c'est à l'arrière de la propriété qu'ils trouvèrent quelque chose d'intéressant, les restes d'un garage de fortune. Il y avait une rampe en béton clairement utilisée pour soulever des voitures et divers outils rouillés éparpillés sur le sol. « Inspecteur » appela un des agents de la police scientifique. « Il y a quelque chose d'enterré ici. » Dans un coin du garage, le sol présentait une irrégularité. La terre était plus meuble, comme si elle avait été creusée et recouverte. Enfin, récemment en termes relatifs, la végétation qui poussait là indiquait que des années s'étaient écoulées. « Et il nous faudra une excavation plus minutieuse, » dit l'agent de la police scientifique. « Il pourrait y avoir quelque chose d'enterré ici. » L'inspecteur Rodriguez organisa pour qu'une équipe spécialisée vienne lundi. En attendant, ils fouillèrent le reste de la propriété. Dans la maison, ils trouvèrent quelques vieux documents qui étaient restés de l'époque de Charles Mercier. Parmi les papiers, il y avait un vieux carnet avec des notes. L'écriture était difficile à déchiffrer, mais quelques mots étaient lisibles. Peugeot bleu, 1506, Rhône, pêche. Problème résolu. Pierre Dubois sentit un frisson en voyant ces notes. La date, 15 juin, était exactement le jour où Robert et Marie avaient disparu. Docteur Rodriguez, ce n'est pas une coïncidence. L'inspecteur était d'accord. Les preuves s'accumulaient, mais ils avaient encore besoin de plus pour comprendre exactement ce qui s'était passé. Lundi, une équipe d'excavation arriva à la ferme. Avec précaution, ils commencèrent à creuser à l'endroit où l'agent de la police scientifique avait identifié l'irrégularité du sol. À environ 2 mètres de profondeur, ils trouvèrent quelque chose qui fit s'arrêter tout le monde.
une bâche en plastique bleu, du genre utilisé pour couvrir les chargements de camions. « Attention », dit l'agent de la police scientifique responsable. « Ouvrons ça lentement. » Dans la bâche, ils trouvèrent des vêtements. Une chemise d'homme déjà très détériorée par le temps, mais encore identifiable, et quelque chose qui fit avaler Pierre Dubois de travers, une petite chaussure d'enfant, rose avec des détails blancs. « Mon Dieu !» murmura l'inspecteur Rodriguez, mais il n'y avait pas de corps, seulement les vêtements et quelques objets personnels, un portefeuille avec les papiers de Robert Martin, déjà illisibles à cause de l'humidité, et un petit ours en peluche. « Où sont-ils » demanda un des policiers. La réponse arriva mardi, quand l'excavation fut étendue à une zone plus large. À environ 5 mètres de là, ils trouvèrent une seconde bâche, et cette fois, le contenu était ce que tout le monde craignait de trouver. Les restes mortels de Robert Martin et Marie furent soigneusement retirés par la police scientifique. Après 16 ans, père et fille avaient enfin été retrouvés. L'inspecteur Rodriguez ordonna immédiatement une enquête plus approfondie. Il devait comprendre comment Robert et Marie avaient en fini là et qui était responsable de leur mort. La réponse commença à émerger quand un des voisins de la ferme, encouragé par l'activité policière, décida de raconter quelque chose qu'il gardait depuis des années. « Écoutez, inspecteur, » dit l'homme, un monsieur d'environ 80 ans. « Je n'ai jamais dit ça à personne parce que j'avais peur. Mais le 15 juin 1985, j'ai vu quelque chose de bizarre ici. » L'inspecteur Rodriguez et Pierre Dubois prêtèrent toute leur attention. Il était environ 2 heures de l'après-midi. Je travaillais dans mon champ quand j'ai entendu des cris venant de la ferme de Charles, des cris d'enfants, une petite fille. « Vous avez vu quelque chose ?» « J'ai vu, oui. Il y avait 2 voitures là, le pick-up rouge de Charles et une Peugeot bleue que je n'avais jamais vue avant. » Le cœur de Pierre Dubois se mit à battre fort. C'était la voiture de Robert. Environ 20 minutes plus tard, seul le pick-up de Charles est sorti. La Peugeot est restée là. J'ai trouvé ça bizarre, mais Charles n'était pas quelqu'un avec qui on plaisantait, vous savez. Et après, vous avez vu autre chose. Cette même nuit, très tard, j'ai entendu du bruit de moteur et j'ai vu de la lumière de lampe torche derrière la ferme, comme si quelqu'un creusait. Le témoignage du voisin fournit la chronologie des événements. Mais il manquait encore la compréhension du motif. Pourquoi Charles Mercier avait-il tué Robert et Marie? La réponse arriva quand l'inspecteur Rodriguez décida d'enquêter plus profondément sur le passé de Charles Mercier. Il découvrit qu'il avait un casier judiciaire. 2 arrestations pour recel et 1 pour coups et blessures. Plus important encore, en 1985, Charles était sous enquête pour un gang qui volait des voitures dans la campagne française. L'enquête avait été classée faute de preuves, mais maintenant elle prenait une nouvelle importance. « Je crois savoir ce qui s'est passé », dit l'inspecteur Rodriguez à Pierre Dubois. Robert et Marie étaient au mauvais endroit au mauvais moment. La théorie de l'inspecteur était que Robert et Marie avaient surpris Charles Mercier dans quelque activité illégale. Peut-être s'étaient-ils arrêtés à la ferme pour demander leur chemin, ou peut-être avaient-ils vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Charles a dû paniquer et décider d'éliminer les témoins, expliqua Rodriguez. Puis, il a utilisé ses contacts pour falsifier les papiers de la voiture et l'a passé à son frère. Ça tenait la route. Charles avait de l'expérience dans la falsification de documents de voitures volées. Transférer la propriété de la Peugeot à Jacques Moreau avait dû être facile pour lui. Mais Jacques Moreau, étant alcoolique et irresponsable, ne savait pas comment garder le secret. Avec le temps, il finit par laisser des indices qui menèrent à la découverte du crime. « C'est ironique », commenta Pierre Dubois. « Si Jacques n'était pas mort et Guillaume n'avait pas vendu la voiture, on n'aurait peut-être jamais découvert la vérité. » L'inspecteur Rodriguez était d'accord. Le crime ne paie pas, mais parfois il faut beaucoup de temps pour que justice soit rendue. Maintenant venait la partie la plus difficile. Informer Carmen Martin, la veuve de Robert, de la découverte. L'inspecteur Rodriguez réussit à localiser Carmen par l'intermédiaire de la mairie de Marseille. Elle travaillait comme femme de ménage, dans une école communale, et vivait seule dans une maison simple dans le quartier de la Belle de Mai. Madame Carmen. Ici, l'inspecteur Rodriguez de Lyon. Pouvez-vous parler quelques minutes? De l'autre côté de la ligne, il y eut un silence prolongé. C'est au sujet de Robert et Marie? Demanda-t-elle d'une voix étranglée. Oui, madame. Nous les avons trouvés. Carmen Martin s'effondra au téléphone.
Après 16 ans sans savoir, elle avait enfin une réponse terrible, mais qui apportait une sorte de soulagement. La certitude. Ont-ils souffert? Fut la première question qu'elle posa quand elle put se ressaisir. Non, Madame Carmen. D'après les indices que nous avons trouvés, ça a été rapide. L'inspecteur Rodriguez l'invita à venir à Lyon la semaine suivante pour suivre les procédures légales et l'enterrement. Carmen accepta, disant qu'elle voulait donner à Robert et Marie un enterrement digne. Pierre Dubois proposa d'aller la chercher à Marseille. Il sentait qu'il avait une responsabilité personnelle dans cette histoire, puisque c'était lui qui avait déclenché toute l'enquête. Jeudi, il conduisit jusqu'à Marseille. Carmen Martin l'attendait à la gare Saint-Charles. C'était une femme dans la cinquantaine, cheveux gris, visage marqué par la souffrance, mais avec des yeux qui brillaient encore de dignité. « Vous êtes Pierre Dubois ?» demanda-t-elle en s'approchant. « C'est moi, Madame Carmen, je suis vraiment désolée. » Pendant le voyage de retour vers Lyon, Carmen raconta à Pierre Dubois ce que ça avait été de vivre toutes ces années sans savoir ce qui était arrivé à sa famille. « Vous savez, monsieur Pierre Dubois, ce qui me faisait le plus mal, c'était de ne pas savoir. On imagine tellement de choses. Je pensais toujours s'il souffrait quelque part, si Marie avait faim, froid. » Pierre Dubois écoutait en silence, ému par le récit. « Il y a eu une période où je restais éveillé toute la nuit, imaginant qu'il frapperait à la porte, que Robert apparaîtrait avec ce sourire à lui, disant qu'il s'était perdu dans un endroit lointain. » Elle essuya une larme avec le mouchoir qu'elle portait dans son sac. « Au bout d'un moment, j'ai commencé à accepter qu'il pouvait être mort. Mais même comme ça, je voulais savoir où, comment. Je voulais avoir un endroit à visiter, pour allumer une bougie. »« Maintenant, vous l'aurez, » dit Pierre Dubois doucement. « Oui, après si longtemps, je pourrai enfin leur dire au revoir comme il faut. » Quand ils arrivèrent à Lyon, Carmen voulut passer devant la maison où elle avait vécu avec Robert et Marie. La maison avait été vendue des années auparavant, mais elle voulait la voir. « Elle a peu changé, » commenta-t-elle en regardant la façade. « Robert l'avait peinte en bleu clair avant ce jour-là. C'est moi qui avais choisi la couleur. » Pierre Dubois l'accompagna au commissariat, où l'inspecteur Rodriguez la reçut avec tout le respect et l'attention. Il expliqua en détail comment l'enquête s'était déroulée et montra les objets personnels qui avaient été trouvés. « Madame Carmen, reconnaissez-vous ceci ?» demanda l'inspecteur en montrant l'ours en peluche. « C'est Nounours !» s'exclama-t-elle en prenant le jouet avec précaution. Marie ne sortait jamais de la maison sans lui. Elle dormait en le serrant dans ses bras toutes les nuits. Ce fut un moment émouvant pour tous les présents. Ce petit objet reliait le passé au présent, prouvant définitivement qu'ils avaient retrouvé les bons corps. « Et cette chemise ?» demanda l'inspecteur en montrant le vêtement. « C'est celle de Robert, oui. Je l'avais achetée moi-même pour lui, à Noël 84. Il l'aimait beaucoup. » L'inspecteur Rodriguez expliqua que le corps de Charles Mercier fut exhumé pour comparaison ADN, juste pour confirmer définitivement qu'il était responsable du crime. Mais les preuves étaient déjà plus que suffisantes. « Madame Carmen, que souhaiteriez-vous faire concernant l'enterrement ? »« Je veux qu'ils soient enterrés ensemble, » dit-elle sans hésiter. « À Lyon. C'est ici qu'on était heureux. » Pierre Dubois proposa d'aider avec les frais des funérailles. « Madame Carmen, je connais les gens des pompes funèbres. Je vais m'arranger pour que tout soit fait correctement, sans que vous vous inquiétiez pour l'argent. »« Ce n'est pas nécessaire, monsieur Pierre Dubois. Vous avez déjà tant fait. »« Non, Madame Carmen. C'est le minimum que je puisse faire. Robert était ami avec mon frère. On se connaissait depuis l'école. L'enterrement fut fixé au samedi suivant. La nouvelle se répandit rapidement dans la ville et beaucoup de gens qui connaissaient Robert et Marie décidèrent de venir. Vendredi, la veille de l'enterrement, Carmen demanda à Pierre Dubois de l'emmener à l'endroit où les corps avaient été trouvés. « Je sais que ça peut être difficile, Madame Carmen. Non, il faut que je voie. Il faut que je comprenne où ils ont été toutes ces années. » Ils allèrent à la ferme sur la route départementale 15. L'endroit était encore délimité par la police, mais l'inspecteur Rodriguez autorisa la visite. Carmen resta silencieuse plusieurs minutes, regardant le site de l'excavation. Finalement, elle parla. Au moins, ils étaient ensemble. Robert promettait toujours à Marie qu'il ne laisserait jamais rien de mal lui arriver. D'une certaine façon, il a tenu sa promesse. Ils étaient ensemble. Samedi, le cimetière municipal de Lyon reçut des centaines de personnes pour l'enterrement de Robert et Marie Martin. Des gens qui ne s'étaient pas vus depuis des années se retrouvèrent pour rendre les derniers hommages.
Le frère de Pierre Dubois, qui avait travaillé avec Robert à la mairie, fit un discours émouvant. Robert était un homme bon, travailleur, un père dévoué. Lui et Marie méritent d'être rappelés non pas pour la tragédie qui les a frappés, mais pour l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre et la joie qu'ils apportaient à ceux qui les connaissaient. Après l'enterrement, beaucoup de gens allèrent en voir Carmen pour offrir condoléances et soutien. Elle était visiblement émue, mais aussi soulagée. « Maintenant, je peux aller de l'avant », dit-elle à Pierre Dubois. « Je n'oublierai jamais, mais maintenant, je peux vivre en paix. » 3 mois après l'enterrement, Pierre Dubois reçut une lettre de Carmen. Elle avait décidé de revenir à Lyon. « Monsieur Pierre Dubois, » disait la lettre, « j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé que je veux passer mes dernières années ici, près d'où ils sont enterrés. J'ai trouvé du travail comme femme de ménage à l'hôpital de la Croix-Rousse et j'ai loué une petite maison près du cimetière. » Pierre Dubois fut content de la nouvelle. Carmen méritait d'être là où elle se sentait chez elle. La lettre continuait. « Je veux vous remercier encore une fois pour ce que vous avez fait. Sans votre curiosité et votre persistance, je serais morte sans savoir ce qui était arrivé à ma famille. Vous m'avez donné le plus beau cadeau que je pouvais recevoir, la vérité. » Dans les mois qui suivirent, Pierre Dubois développa une amitié sincère avec Carmen. Elle passait souvent au garage pour bavarder et il l'invitait toujours à déjeuner avec sa famille le dimanche. « Vous savez, Madame Carmen, dit-il une fois, je pense encore à comme ça aurait été différent si Robert et Marie n'étaient pas passés par cette ferme ce jour-là. »« Ça ne sert à rien de penser comme ça, Monsieur Pierre Dubois, » répondit-elle avec la sagesse de quelqu'un qui avait beaucoup souffert. « On ne choisit pas le destin, mais comment on fait avec ça, on peut le choisir. » 1 an après la découverte des corps, l'inspecteur Rodriguez ferma officiellement l'affaire. Charles Mercier fut reconnu coupable des meurtres, même s'il était déjà mort. Les frères Guillaume et Jacques Moreau furent disculpés, puisqu'il fut prouvé qu'ils ne savaient rien de l'origine criminelle de la voiture. « Ça a été une affaire qui m'a beaucoup marqué », commenta l'inspecteur Rodriguez à Pierre Dubois. « Ça m'a fait comprendre l'importance de ne jamais abandonner la recherche de la vérité, même quand ça semble impossible. » L'affaire de Robert et Marie Martin devint connue dans toute la région. Les journaux de Paris publièrent l'histoire, soulignant comment la persistance d'un simple mécanicien avait mené à la résolution d'un mystère de 16 ans. Mais pour Pierre Dubois, le plus important n'était pas la célébrité, c'était de savoir qu'il avait fait ce qu'il fallait. « Mon père disait toujours qu'on doit prendre soin les uns des autres », commenta-t-il à sa femme. Robert était un bon gars, travailleur. Lui et sa fille méritaient justice. 2 ans plus tard, en 2003, Carmen Martin mourut de cause naturelle à l'âge de 58 ans. Son dernier souhait fut d'être enterrée à côté de Robert et Marie. Dans le testament qu'elle laissa, il y avait un message spécial pour Pierre Dubois. « À Monsieur Pierre Dubois, mécanicien au cœur bon, merci de m'avoir rendu ma famille. Vous avez été un ange dans ma vie. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, toujours. » Pierre Dubois garda cette lettre comme un trésor. Chaque fois que quelqu'un demandait pourquoi il s'était tant impliqué dans cette histoire, il montrait la lettre. « Parfois on pense qu'on ne peut pas faire la différence dans la vie des autres, » disait-il, « mais on peut. Il suffit de vraiment s'en soucier. » Des années plus tard, quand Pierre Dubois était déjà proche des 70 ans et pensait à prendre sa retraite, il recevait encore des visites d'étudiants en criminologie qui voulaient connaître l'histoire. « Monsieur Pierre Dubois, » demanda une fois une jeune étudiante, « qu'avez-vous appris de toute cette histoire ?» Il réfléchit un moment avant de répondre. « J'ai appris que la vérité remonte toujours à la surface, tôt ou tard, et que parfois Dieu utilise des gens simples, comme un mécanicien de garage, pour rendre justice. J'ai aussi appris que la famille est ce qu'il y a de plus important. Robert est mort en protégeant sa fille. Carmen a passé 16 ans à les chercher. Ça, c'est le vrai amour. » L'étudiante nota tout soigneusement. « Et j'ai appris, » continua Pierre Dubois, « qu'il ne faut jamais abandonner de faire ce qui est juste, même quand ça semble ne mener à rien. » Aujourd'hui, plus de 20 ans après la découverte des corps, l'histoire de Robert et Marie Martin est encore rappelée à Lyon. Une nouvelle rue de la ville a pris le nom des deux, et au cimetière municipal, leur tombe a toujours des fleurs fraîches, laissées par des gens qui ne veulent pas oublier. Pierre Dubois, maintenant retraité, vit encore dans la même maison et maintient encore le garage, bien qu'il travaille beaucoup moins. De temps en temps, quand il passe devant la case d'Antoine, il se souvient du jour où il a reçu cet appel pour une Peugeot bleue. « Le destin est une chose drôle, dit-il d'habitude.
On ne sait jamais quand on va être appelé à faire la différence dans la vie de quelqu'un. Et chaque fois qu'il raconte l'histoire, Pierre Dubois la finit toujours de la même façon. L'important, c'est d'être prêt quand le moment arrive, et jamais, jamais abandonner la recherche de la vérité. L'affaire Robert et Marie Martin entra dans les archives de la police nationale comme exemple de comment la coopération entre citoyens et autorités peut résoudre d'anciens crimes. Plus que ça, elle devint une histoire sur l'amour familial, la persévérance et l'importance de faire ce qui est juste. Parce que parfois la justice arrive par les mains les plus simples et les cœurs les plus purs. Et parfois un mécanicien de garage peut être l'instrument que Dieu utilise pour apporter la paix à une famille détruite par la tragédie. À la fin, Robert Martin et Marie purent enfin reposer en paix, et Carmen Martin put enfin dire au revoir. Pierre Dubois répond au téléphone du garage un samedi matin ensoleillé. « Allô, garage Dubois. Pierre, c'est Antoine de Lacasse. J'ai une Peugeot de 78 qui me pose problème. Moteur grippé, mais le châssis a l'air bon. Tu veux jeter un coup d'œil ?» Pierre essuie ses mains sur le chiffon en soupirant. « De quelle couleur cette Peugeot, Antoine ?»« Bleu foncé, un peu décoloré. Elle a un autocollant de pêche collé sur le pare-choc arrière. » Pierre Dubois s'arrête. Quelque chose dans cette description réveille sa mémoire. « Autocollant de pêche ? Qu'est-ce qu'il dit ?» Il dit « Pêcheur de l'année, Club de pêche Lyon, 1984. Pourquoi tu le connais ?» Le cœur de Pierre Dubois commence à battre fort. Robert Martin, l'homme qui a disparu avec sa petite fille il y a 16 ans. La découverte qu'il va faire va secouer toute la ville et révéler une vérité que personne n'était prêt à entendre.